Bonjour. Hélas, une nouvelle catastrophe en Espagne cette fois, où hier soir, dans la grande banlieue de Bilbao, 2 trains sont entrés en collision sur une voie unique. Ces trains étaient bondés, l'un d'entre eux à tout le moins, qui revenait de la plage. La catastrophe a fait plus de 40 morts et des dizaines de blessés. Il n'y a pas, semble-t-il, de Français parmi les victimes. Nous y reviendrons. Car l'actualité aujourd'hui encore est politique et elle aussi dramatique. Elle nous vient d'Uruguay, en Amérique latine, où tout à l'heure on a retrouvé le cadavre de l'un des conseillers techniques américains enlevé par les guerrilleros Tupamaros. Il s'agit de M. Dan Mitrione. Dan Mitrione a été abattu de 2 balles de revolver. Il semble donc, Jean-Pierre Quittard, que les rebelles Tupamaros ont mis leurs menaces à exécution. Quelques heures en effet après l'expiration du délai qu'ils avaient fixé pour la libération de 150 prisonniers politiques, la police uruguayenne découvrait le cadavre de M. Mitrione dans une automobile abandonnée dans un quartier populaire de Montevideo. Mitrione, fonctionnaire américain détaché comme conseiller auprès de la police uruguayenne, avait été enlevé le 31 juillet dernier, le même jour que le consul général du Brésil à Montevideo, M. Diaz Gomide. À ces deux enlèvements venait s'ajouter vendredi celui de M. Claude Fly, un autre fonctionnaire américain mais détaché, lui, auprès du ministère uruguayen de l'Agriculture. Jusqu'à vendredi, l'initiative appartient aux Tupamaros qui dictent dans plusieurs messages adressés aux journaux et aux autorités leurs conditions pour libérer leurs 3 otages. La police, pendant ce temps, poursuit ses recherches et dans la nuit de vendredi à samedi, elle arrête à Montevideo une quarantaine de Tupamaros, au nombre desquels figure Raúl Chendic, considéré comme le fondateur et le théoricien du mouvement. Dès lors, la police prend l'avantage et refuse de négocier avec les rebelles. C'est alors que les Tupamaros fixent un nouvel ultimatum au gouvernement de Montevideo, vendredi 16h, heure française. Au fur et à mesure que l'heure fatidique approche, des appels de clémence sont lancés aux rebelles. Dimanche matin, par exemple, le pape Paul VI, depuis sa résidence d'été de Castel Gandolfo, ne cache pas son inquiétude devant le sort réservé aux otages, et le Saint-Père qualifie la menace des Tupamaros de chantage ignoble et proprement intolérable. Devant ces interventions, le gouvernement de M. Pacheco ne peut que confirmer l'ampleur des recherches organisées dans le pays pour retrouver les 3 diplomates. Toujours est-il que cette nuit, M. Pacheco demande au Parlement la suspension de toutes les garanties individuelles en regard, dit-il, de l'action des groupes rebelles qui conspirent contre la patrie. Ce matin, l'Uruguay est toujours en état de siège. Le pays appartient à la police et à l'armée. Les heures qui viennent risquent d'être dramatiques, car les guérilleros détiennent toujours le consul du Brésil, M. Diaz Gomide, et le 2e fonctionnaire américain, M. Fly. On se demande avec inquiétude à Montevideo, en effet, si l'on ne veut pas revivre ici une nouvelle affaire von Spretti. Une chose est certaine, c'est la première fois que les Tupamaros, ce mouvement de guérilla urbaine créé voici 5 ans, exécutent froidement l'un de leurs otages. Et pour faire échec à cette nouvelle menace, vous le voyez sur ces images, le gouvernement de Montevideo a lancé la plus vaste opération de police jamais organisée dans le pays. Jean-Pierre Quittard vient de vous le rappeler, c'est la seconde affaire de cet ordre en Amérique latine. Vous savez qu'au mois d'avril, les guérilleros guatémaltèques, cette fois, avaient exécuté l'ambassadeur d'Allemagne fédérale dans leur pays, M. Karl von Spretti. Au Moyen-Orient, si le cessez-le-feu est toujours parfaitement respecté par Israël et par l'Égypte, si on commence à préparer les futures négociations, les Palestiniens, eux, comme ils l'ont dit, veulent toujours poursuivre la guerre. Les chefs des différents mouvements palestiniens se sont réunis hier à Amman, en Jordanie, et après leur réunion au sommet, ils ont annoncé leur intention de poursuivre la lutte. On craint toujours également à Amman, en Jordanie, des heurts violents entre les Palestiniens, très nombreux dans le pays, et les forces du roi Hussein. Au Vietnam. Ce Vietnam que l'on avait un peu tendance à oublier ces derniers temps devant l'importance des événements qui se déroulent au Moyen-Orient et où pourtant la guerre continue au Vietnam comme au Cambodge. Et ce matin, on a annoncé de nouvelles offensives communistes à proximité, à 7 km, dit-on, de la frontière cambodgienne Phnom Penh. Italie. Les députés sont réunis. Ils sont réunis pour accorder leur investiture au nouveau gouvernement de M. Colombo. Et M. Colombo, le nouveau chef du gouvernement italien, a annoncé ce matin qu'à son avis, la dévaluation de la lire serait une grave erreur. Enfin, et enfin une bonne nouvelle, en Grèce, on annonce la libération de 500 détenus politiques. Il nous faut maintenant revenir à cette catastrophe qui s'est produite hier en Espagne, près de Bilbao. Les morts de cet accident ferroviaire sont pour la plupart des petites gens de Bilbao qui avaient passé la journée à la plage. Serge Rémy. Il était 19h45 quand la collision s'est produite entre 2 trains roulant en sens inverse sur la voie unique qui relie Bilbao au littoral. Un premier train quittait Plencia, bondé de citadins ayant passé leur journée à la plage. Un second train venait de Bilbao sur la même voie, allant chercher des baigneurs. Entre les 2 convois,
Vétuste et peu solide, le choc fut d'une extrême violence. De nombreux wagons construits en bois ont éclaté comme des boîtes d'allumettes, des débris enchevêtrés. On a retiré 32 corps et 200 blessés. C'est le bilan officiel publié par les autorités espagnoles. Pourquoi un bilan si lourd? Sur cette ligne, il y a 3 wagons de 64 places assises. Chaque wagon prend 120 personnes de plus. Aux heures de pointe, il y avait environ 600 personnes dans ce train. Les autorités espagnoles ont ouvert une enquête. Une journée de deuil a été décidée dans la province basque de la Biscaye. Une information maintenant, une information que l'on voudrait croire tirée d'un roman de science-fiction et qui pourtant est bien réelle. Les autorités américaines ne savent pas quoi faire pour se débarrasser de plusieurs tonnes d'un gaz particulièrement dangereux et toxique, un gaz dont l'usage serait considéré comme crime de guerre. Donc, les autorités américaines veulent s'en débarrasser. Pour l'instant, ce gaz innervant, est stocké dans des containers, mais ces containers sont vieux, ils menacent de se fissurer ou d'exploser. Il faut se débarrasser du stock. Quoi faire? 2 hypothèses envisagées. La première, détruire le stock au cours d'une expérience atomique souterraine. Hypothèse écartée, on décide de l'immerger au fond de l'océan, ce qui d'ailleurs provoque une protestation de la part de M. Tand, le secrétaire général des Nations Unies. Et puis le gaz n'est pas encore au bord de la mer. Il faut le transporter de l'Alabama où il se trouve jusqu'au bord de l'océan. On va donc le charger sur un train, mais la plupart des États américains n'ont guère envie de voir ce train circuler sur leur territoire. Et pourtant, par mesure de précaution, on a mis devant ce train qui transportera le gaz, ce train sanitaire que vous voyez devant, car, je vous l'ai dit, on se demande si d'un moment à l'autre, la catastrophe ne peut pas survenir, c'est-à-dire si les gaz ne peuvent pas s'échapper des containers presque fissurés. Jean-Paul Sautet. Ces images datent de 1967 et vous prouvent que ce n'est pas la première fois que l'on se trouve dans une telle situation. Ainsi, l'océan va-t-il servir une nouvelle fois de dépotoir pour armes très dangereuses et dépassées? Aujourd'hui, d'étranges convois vont quitter 2 bases de l'armée américaine en direction de la côte atlantique. À bord de ces convois, 413 containers de béton renfermant chacun et de façon étanche, les riverains le souhaitent, 30 fusées à gaz innervant capables de tuer n'importe quel individu en quelques minutes, et ce dans un rayon de 4 à 500 mètres. 12 540 fusées ou obus, 66 tonnes de gaz mortel, construits entre 1962 et 1966, aujourd'hui démodés, mais loin d'être hors d'usage, bien au contraire, au fil des ans, ces fusées sont devenues menaçantes, au point d'être capables d'exploser seules. Voilà donc la solution de l'immersion adoptée, et le premier danger semble-t-il écarté, mais rien ne prouve que ces containers soient absolument étanches, et nul ne peut prédire ce qui se passera au fond de l'eau, même à moins 4800 mètres et à 450 km au large, dans 5, 10 ou 15 ans. Mais quel est le pouvoir terrifiant de ce gaz? C'est François de Closet qui nous l'explique maintenant. Les armes chimiques ont atteint une efficacité effroyable. En voici une démonstration. Une goutte de l'un des plus récents gaz de combat, un toxique nerveux, va tomber près de ce lapin. Dans les secondes qui suivent, l'animal s'agite et, pris de convulsions, s'étouffe. 2 minutes et demie plus tard, il meurt. Un soldat eût subi le même sort. 15 à 30% des munitions dans l'arsenal des grandes puissances sont chimiques. Mais, après avoir déversé 125 000 tonnes de produits toxiques durant la Première Guerre mondiale et fait 1,5 million de victimes, les gaz n'ont pas été employés au cours de la Seconde Guerre mondiale. D'armes d'emploi, ils sont devenus des armes de dissuasion. L'utilisation de ces armes reste dangereuse. Le 13 mai 1968, les spécialistes du centre américain de Dugway, dans l'Utah, procédaient à un épandage expérimental de gaz toxiques. Une saute de vent déporta le nuage mortel. 6000 moutons furent tués à 40 km de là. Des soldats amis eussent été exterminés d'eux-mêmes. Les risques propres aux armes bactériologiques sont encore plus grands et les résultats encore plus incertains. L'actualité de ce jour, décidément, est tragique. Près de Perpignan, le feu dans une baraque où s'étaient installés des gitans, 4 enfants brûlés vifs. Et puis, dans les Alpes, une expédition de spéléologues a mal tourné. Il y a eu une chute de pierre, 2 spéléologues ont été grièvement blessés. On a pu les remonter hier soir, mais pour l'un d'eux, c'était trop tard. Il est mort malgré les soins qui lui ont été prodigués. Depuis samedi 23 h, Jean-Claude Etienne et Alain Bouillon
2 spéléologues de Charleville étaient bloqués à 40 mètres sous terre, dans le gouffre du mont Lachat, en Haute-Savoie. Ils exploraient avec 6 membres du Spéléo Club ardennais une grotte, la B1, qui s'ouvre à 1700 mètres d'altitude. Samedi, après que l'on ait atteint la côte moins 220 mètres, on décide de remonter. L'équipe de pointe tente, à moins 60 mètres, de franchir un palier séparant 2 puits verticaux. Le palier, probablement miné par les eaux, s'effondre. Une avalanche de pierres s'abat sur Jean-Claude Etienne et Alain Bouillon, que l'on voit ici lors de la remontée et qui suivait la première équipe. Etienne souffre d'une fracture du crâne, Bouillon a le bassin et une cuisse fracturée. Et c'est dans cet état qu'ils vont rester près de 24 heures. Les sauveteurs équiperont les puits de Treuil, un médecin descendra près des blessés. Hier, vers 22h45, les équipes de secours parvenaient à dégager les 2 spéléologues. Jean-Claude Etienne devait hélas succomber. Quant à Alain Bouillon, hospitalisé à Annecy, ses jours ne sont pas en danger. Les responsables de l'expédition ardennaise expliquent mal cette avalanche. Depuis 1968, ils exploraient cette grotte et avaient plusieurs fois testé le palier effondré. Selon Jean-Claude Tisserand, 42 ans, moniteur national et chef des spéléologues, c'est l'eau qui aurait provoqué cet effondrement. C'était un reportage de votre station de Lyon commenté par Jean-François Luciani. Et malheureusement, Patrick Chapuis, votre rubrique sportive commence également par un drame. Oui, également un terrible accident d'automobile à Karlskoga, en Suède. 2 Ford Escort se sont télescopés, sont rentrés dans la foule. Bilan de cet accident, 5 morts et 15 blessés. Mais heureusement, il y a quand même des nouvelles plus souriantes aujourd'hui dans l'actualité sportive, notamment cette médaille d'or de Daniel Morellon, sa 4e médaille d'or sur la piste, et puis aussi la médaille de bronze de Gérard Quintin, qui a terminé 3e. C'est un très très beau résultat pour ce nouveau coureur de l'équipe de France. Mais nous allons revoir maintenant, si vous voulez, la finale qui opposait Daniel Morellon au Danois Pedersen, finale où Morellon s'est imposé définitivement dans la 2e manche. C'est le dernier tour. Morellon se tient encore aux aguets, juste derrière Pedersen, tout en haut de la piste. Mais regardez bien l'attaque de Morellon. Il va plonger tout d'un coup et profiter de la courte ligne droite pour prendre un avantage décisif sur Pedersen. C'est exactement à ce moment-ci que cette action survient. Pedersen ne pourra pas remonter. Nous assistons maintenant à la fin de cette 2e manche. Morellon a déjà gagné la première manche. Il va être sacré champion du monde exactement maintenant. C'est avec une grande facilité qu'il a conquis ce nouveau titre. Daniel Morellon a 26 ans, 4 titres de champion du monde et 2 titres olympiques. Morellon est quelqu'un d'autant plus de mérite que je crois savoir que le sort des pistards n'est guère enviable en France. On n'a même plus de pistes pour s'entraîner. Oui, en France, il n'y a plus qu'une très petite minorité qui pratique actuellement le cyclisme sur piste. Je viens d'ailleurs de téléphoner à la fédération pour leur demander le chiffre exact. Ils m'ont répondu, nous avons 30 000 licenciés actifs. Incapable de dire exactement, peut-être une dizaine de pistards seulement. Le problème, c'est la disparition du vélodrome d'hiver. Il n'y a plus de vélodrome d'hiver depuis exactement 11 ans. Les fameux 6 jours, on ne peut plus passer ces fameuses soirées, merveilleuses soirées que nous passions là-bas. La grande époque de Carraragoso est finie. La grande époque des samedis après-midi du Veldiv, où les amateurs pouvaient s'entraîner, est terminée. Il ne reste plus en France que Grenoble, la piste de Grenoble, dont les organisateurs font de gros efforts actuellement. À l'étranger, la situation est meilleure, je pense. Oui, à l'étranger, la situation est un peu différente. On peut parler notamment des Japonais. Les Japonais sont des fanatiques de courses cyclistes, de courses sur piste. Il y a actuellement 4000 professionnels pistards au Japon et 63 vélodromes couverts. Et ce qui est très amusant, c'est que les Japonais jouent aux courses cyclistes exactement comme on joue en France au tiercé. C'est-à-dire le tiercé pour sauver le sport sur piste. Exactement, et ça existe aussi au Danemark. Au Danemark, il y a des garçons comme Mogens Frey, Ulrich qui se sont fait connaître comme ça et qui sont très soutenus par les ressources qui proviennent de ces épreuves, qui sont largement soutenues par le public et par les paris et par tout ce qui s'en suit. Est-ce que vous pensez qu'en France, on pourrait emmener une formule de cet ordre? Alors, en France, je ne sais pas, parce qu'il y a certains problèmes actuellement pour autoriser les paris sur le sport, mais on peut espérer peut-être un renouveau, car Daniel Morellon a l'intention d'aller s'installer à Grenoble et de fonder une nouvelle école de pistards. Et puis on parle toujours d'un vélodrome d'hiver dans la région parisienne, à Puteaux, dans l'île de Puteaux, et peut-être à Issy-les-Moulineaux, mais ce sont des projets qui sont un peu anciens et qui traînent beaucoup. Et maintenant, je livre votre méditation cette dépêche qui vient de nous arriver. En Argentine, un pénalty malheureux accordé par un arbitre, 28 blessés, une grenade lacrymogène et obligation d'évacuer le terrain par la police. Oui, alors j'espère tout de même que le championnat de France va démarrer dans des conditions un peu moins brutales. C'est mercredi soir que débute la saison 70-71.
Et nous avons interviewé M. Henri Germain, le président du Stade de Reims, le Stade de Reims qui est un club prestigieux passé, qui fait un retour parmi l'élite professionnelle. C'est un reportage de notre station de Reims. Herbe, Tesser, Bukato, Krakzik, aux côtés de Darmenia et de Mané, les Yougoslaves Galik et Dakic, tels sont les atouts mis à disposition de l'entraîneur Elie Fruchard par M. Henri Germain, nouveau président du Stade de Reims QV 1970. Il fallait la rénover complètement, et on l'a rénové, vous l'avez vu, ça soit sur le plan défensif, surtout sur le plan milieu de terrain, ce qui est très très important pour tous les clubs, et sur le plan offensif également, où l'année dernière on s'était aperçu que c'était tout de même un des gros défauts de l'équipe que nous avions. Quels sont les objectifs du Stade de Reims? Mais les objectifs, c'est de confirmer la confiance qu'on nous a faite, de présenter une équipe qui doit obtenir de bons résultats. Je ne dis pas que le départ ne sera pas difficile, parce que ce sont tous des éléments nouveaux qu'il va falloir tout de même qu'ils s'amalgament ensemble, mais je suis persuadé que le moral revenant dans le sein d'une équipe comme celle que nous avons constituée doit donner de bons résultats dans un avenir très rapproché. Et le premier adversaire est Rennes, ensuite on trouve Bordeaux. Il est certain que si on se passe vraiment sur un plan sportif, là il ne faut pas s'attendre à faire un démarrage canon. On sait bien que Rennes à Rennes, même au moment de la grande équipe, ça a toujours été pour nous un adversaire très difficile. Nous n'avons pas gagné à Rennes. C'est la bête noire. C'était la bête noire. Pensez-vous que nous allons retrouver le grand Stade de Reims? Le retrouver, on ne peut pas dire retrouver le grand Stade de Reims. Vous savez, les hommes ne sont plus les mêmes. Les méthodes ne sont plus les mêmes. Tout a évolué. Dire qu'on reverra ce qu'on a vu. Non, on ne peut plus. Les hommes ne sont plus là, les méthodes ne sont plus les mêmes. Mais revoir une grande équipe à Reims, c'est l'espoir de tous ceux qui aujourd'hui m'entourent et veulent absolument obtenir ce résultat. France Nespo, un livre gai. Oui, aujourd'hui, un roman qui vraiment est très très agréable à lire, qui s'appelle Le Petit Bougna, par François Boyer, avec des illustrations très jolies, très naïves, un peu, de Serge Boyer. Ce livre, Le Petit Bougna, c'est un roman sur l'enfance, une enfance qui ne manque pas d'audace, puisque le héros, qui est donc le Petit Bougna, passe son temps à se sauver, à fuir d'escapade en escapade. Ce que je voudrais dire, c'est que le Petit Bougna, c'est un personnage quand même très particulier, un petit enfant de 8-9 ans à peu près, qui a ceci de différent des autres, c'est qu'il est noir, tout simplement. Et je voudrais demander d'abord à François Boyer pourquoi il a écrit et pourquoi il a choisi ce thème du Petit Bougna. Pourquoi avez-vous écrit ce livre, François Boyer? Pourquoi j'ai écrit? Je crois que c'est pour jouer. Pour jouer avec un personnage que j'inventais, que je ne connaissais pas. Pour jouer à lui inventer des aventures. Et puis aussi pour jouer à écrire. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, qui est le Petit Bougna? Parce que c'est un héros quand même qui sort de la dimension habituelle des enfants de son âge. Oui, ce qu'il a d'original surtout, c'est son nom, parce qu'il est tout noir. C'est un petit enfant de 9 à 10 ans, oui, qui a une mère blanche, comme vous et moi, et qui doit être né de père inconnu, puisque lui est noir. Et on l'appelle le Petit Bougna parce qu'il est né dans le 63. Le 63 n'étant pas un autobus, mais le département du Puy-de-Dôme. Oui, et maintenant il habite à Bondy, et je crois que ce pauvre Petit Bougna a beaucoup de papas avec lui, et je crois que c'est ce qui l'incite à quitter la maison. Ah oui, les papas ne l'incitent pas à rester à la maison, mais enfin il peut avoir d'autres raisons de s'en aller. Des raisons plus sérieuses, plus graves. Il y a un moment, justement, quand il essaie de rejoindre à tout prix cette colonie de vacances, la fameuse colo, où il se trouve encore à la suite d'une escapade perdu dans la nature, et il y a une petite fille qui lui dit « Mais tout le monde va te retrouver, tu sais. » Il ne sait pas du tout pourquoi. Elle lui dit « Mais parce que tu es tout noir. » Et on dirait qu'il n'a jamais compris qu'il était tout noir. Et il ne l'a jamais compris parce qu'on ne lui a jamais dit. Il vit dans un milieu extrêmement gentil, au milieu de ces enfants-là. Ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il était né dans le 63. C'est pas qu'il était noir. On l'appelle le Bougna parce qu'il est né à Clermont-Ferrand. Alors, ça frappe beaucoup plus les enfants que le fait d'être noir. Ils ont l'habitude de le voir avec eux. Et ce petit Bougna qui a beaucoup d'esprit et pas mal de verdeur, parce que vraiment avec les adultes, c'est pas toujours facile de le mener. Je voudrais vous demander si ce petit Bougna, c'est pas finalement un personnage un petit peu tendre et un peu poétique aussi, non? C'est un personnage très tendre. C'est un personnage poétique, d'ailleurs par définition, parce qu'il est fugueur. Et la fugue, c'est à la fois une donnée dramatique et une donnée poétique. Il veut partir, il ne sait pas où. Il voudrait retourner chez lui, il ne sait pas où est chez lui. Et il n'a pas de solution, sinon la fuite perpétuelle. Et puis en plus, il aime voyager, c'est certain. Enfin...
Eh bien, je veux dire, pour ceux qui veulent retrouver ce climat de fugue et d'enfance qui est vraiment restitué avec beaucoup de poésie dans ce livre, je rappelle, Le Petit Bougna de François Boyer aux éditions de Noël. Merci France Tespo et bonne chance au Petit Bougna. France Guérité, êtes-vous parmi ces gens pas très bien élevés qui font beaucoup de peine à monsieur le maire de Carnac? Je ne le pense pas quand même. Non, pas du tout. En effet, on est prêt, chacun est prêt à déplorer la pollution de l'eau, de l'air. On parle beaucoup de protéger la nature qui va devenir de moins en moins naturelle si on continue. Et pourtant, il serait bien simple de commencer à la protéger par de simples mesures de discipline personnelle. Un exemple donc à Carnac, au lieu touristique de la Bretagne qui ne semble pas très bien respecté par les touristes. Daniel Casal. Alors on dit que toute cette pierre était autrefois un ancien cimetière gaulois. À chaque mort qu'il y avait, on y mettait une pierre. Ancien cimetière gaulois ou vestige d'une armée païenne pétrifiée par 5 ornéliques à l'allée massacrée, les menhirs de Carnac, dont les petits Bretons se plaisent à chanter la légende, attirent chaque été une armée de touristes. Des touristes qui de midi à 14h se transforment en pique-niqueurs. Tout irait pour le mieux s'il ne restait rien de ces déjeuners sur l'herbe. Seulement voilà, ce n'est pas le cas. Or, la municipalité de Carnac estime que les 2935 menhirs méritent mieux qu'un parterre de papier gras, d'épluchures ou de boîtes de conserve. Le maire de Carnac, M. Bonnet, est parti en guerre contre le dépôt de détritus et le président du syndicat d'initiative, le général Babron, lui a emboîté le pas, comme il l'a confié à François Gault. Bien, je ne pars pas tout à fait en guerre, mais je crois être de l'avis de mon député-maire quand il faut que nous fassions une campagne pour le maintien en état de nos monuments mégalithiques, de nos menhirs et de nos dolmens. Voyez-vous, le public ne se rend peut-être pas très bien compte qu'il est chez lui ici. Or, ces champs de menhirs, ces dolmens sont propriété de l'État. Donc, par conséquent, ils appartiennent à tout le monde, ils appartiennent à chacun d'entre nous. Donc, nous avons le devoir et le droit de les préserver. C'est un capital inestimable, c'est un capital que chacun se doit de conserver. Vous vous rendez compte un peu, depuis 30 siècles avant Jésus-Christ, que ces menhirs se trouvent placés à Carnac. Tout de même, ils en ont vu passer des générations. Et alors, il faut souhaiter que d'autres générations les verront, mais si chacun les abîme, si chacun veut prélever quelque chose, si chacun veut abîmer, il n'y aura plus rien d'ici un siècle. Vous ne croyez pas justement que les gens pourraient faire effort de venir ici à pied et non pas d'amener leur voiture jusqu'ici? C'est un problème, comment dirais-je, vraiment du temps présent. Actuellement, personne ne sait plus marcher à pied. Pour dissuader les automobilistes de stationner au pied des menhirs, on a envisagé d'entourer les champs de mégalithes d'un fossé anti-char. Ce n'était bien sûr qu'une boutade, mais une société parisienne y a cru. Et elle a très sérieusement proposé de construire un parking souterrain sous les alignements de Carnac. Un projet qui, sans doute, ferait se retourner dans leur tumulus Astérix et Obélix, mais qui ne semble pas troubler outre mesure le barde de Carnac, qui marche allègrement sur les traces de son ancêtre, Assurance Tourix. Il y a aussi 3 beaux dolmens et le souterrain à visiter. Autrefois, tous les menhirs allaient d'air de veine jusqu'à la rivière d'Auray, mais les paysans leur démolit pour construire leur mur en maison volant. Eh bien, souhaitons que les menhirs retrouvent enfin bientôt leur vrai visage. Et nous sommes à une saison de l'année où les maîtresses de maison n'ont peut-être pas envie de passer des heures dans leur cuisine. Voici donc une suggestion à leur intention d'un plat, un plat unique qui pourra plaire à tout le monde et vous pourrez vous-même vous livrer à quelques fantaisies avec ce plat. Jacqueline Alexandre. Il existe de nombreuses recettes de paella. En voici une rapidement préparée, garnie de crustacés. Pour 6 personnes, il faut 300 g de petits pois, un oignon, une boîte de sauce tomate, 200 g de riz, une pincée de safran, un demi-litre d'eau, sel, poivre et huile d'olive, un demi-chorizo, 1 litre de moule, 200 g de crevettes et 6 langoustines cuites. Versez de l'huile d'olive dans une poêle à paella ou à défaut une poêle à bord très haut et faites revenir des rondelles d'oignon. L'oignon doit être doré, mais évitez qu'il ne roussisse. Ajoutez 200 g de riz, le contenu d'une boîte de sauce tomate,
Mélangez une pincée de safran que vous répartissez bien et un demi-litre d'eau. Laissez cuire à feu doux pendant 15 minutes après avoir salé et poivré. Pendant ce temps, faites ouvrir les moules dans une casserole. Et coupez le chorizo en rondelles que vous ajoutez sur le riz. Décortiquez les crevettes et ajoutez-les à la paella. Mélangez bien. Puis sortez les moules de leur coquille. N'oubliez pas d'en réserver quelques-unes pour la garniture. Versez les moules également sur la paella. Puis jetez les petits pois surgelés dans l'eau bouillante salée, laissez-les cuire 10 minutes et joignez au reste de la préparation. Mélangez bien tous les ingrédients et laissez chauffer l'ensemble 5 bonnes minutes. C'est après avoir retiré du feu que vous disposez la garniture, moules non décortiqués, crevettes et langoustines disposées en étoiles. La paella peut se faire également avec du poisson, du poulet, du porc ou du lapin. Dans ce cas, les viandes sont toujours cuites avant de faire la paella. Michel Tardieu, cette cuisine vous a peut-être ouvert l'appétit, mais avant, donnez-nous les cours de la bourse.